Hello Jérémy. Pour ceux qui Salut ne te Lucas. connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? Qui je suis? Moi, je suis Jérémy, j'ai 45 ans, je suis papa de deux garçons. Je fais du closing depuis un peu plus de 4 ans maintenant et de la vente depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Euh, ouais, bien ça. Énorme. Donc, ouais, j'ai un parcours où j'ai fait beaucoup de jobs différents. Autant j'ai travaillé sur les chantiers, que j'étais livreur, que après je suis parti comme commercial terrain en prospection. J'ai développé la boîte de mes parents dans le bâtiment et après, j'ai fait une grosse dizaine d'années en tant que commercial terrain, technico-commercial, chargé d'affaires dans l'industrie jusqu'à arriver à des postes de directeur commercial, directeur développement en usine, en industrie, dans de la communication, le marketing. Et puis après, il y a 5 ans, presque six, pendant le Covid, j'avais une opportunité pour être directeur développement anti-Guyane, Caraïbes, Guyane anti-Caraïbes. Et du coup, comme il y a eu le Covid, j'ai accepté. Je me suis barré. Je me suis dit, tu sais quoi, je démissionne, on vend l'appart, on met notre appart dans le container et on y va. Et on prend le petit et on verra ce que ça donne là-bas, en terre inconnue. Putain, c'est Et du coup, énorme. j'ai tout plaqué et je suis venu en Guyane pour découvrir, pour prendre cette nouvelle aventure en famille. Et donc voilà. Et donc après, je suis arrivé ici, vraiment le Far West. Et, et voilà. Et en fait, je pense que c'était un peu ma fin on va dire, du salariat aussi. C'était dur. C'était dur hein, parce qu'il fallait à la fois faire mon rôle de directeur commercial. J'étais en charge de l'innovation et j'étais à un poste stratégique avec le développement, avec le CEO. Et il fallait tout faire. Il fallait tout faire. Et à un moment, j'avais mon deuxième petit qui allait naître aussi. J'ai dû faire des choix. Et c'était ce choix de me poser un peu, d'arrêter, parce que c'était trop toxique pour moi et je voulais avoir plus de temps pour mes petits. Et le deuxième qui venait de naître. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, qu'est-ce que je peux faire différemment? Et c'est là où finalement je suis tombé sur le closing et je me suis dit, putain, en fait, je peux faire ce que je sais faire, commercial, sans toute une partie que je fais habituellement et me concentrer juste sur, tiens, faire la vente. C'est cool. J'ai pas besoin de chercher les clients. C'est J'ai fou. pas besoin de faire des devis. J'ai pas besoin de tout ce qu'il y a à faire en tant que commercial qu'on fait pas dans le closing. Et je me suis dit, c'est cool. C'est que le côté sympa. Donc, et du coup, je suis arrivé, voilà, dans le closing et voilà, maintenant, ça fait déjà quelques années et voilà, avec un parcours, on pourra y revenir, mais où je me suis surtout formé sur le marché américain parce que j'aime beaucoup la mentalité. Et voilà, après, je suis passé par des postes entre le closing en tant que sales manager, head of, jusqu'à avoir mon propre accompagnement maintenant où j'aide des closers aussi. Et Je trouve qu'on a, donc voilà un petit peu. on a très vite survolé cette partie-là. Je trouve ça hyper intéressant, mais tu es passé du coup de directeur. Enfin, t'avais un très bon poste en CDI, tu avais la sécurité. Mhm. C'est quoi ton déclic pour te dire, bah écoute, c'est plus pour moi. Enfin, parce que tu as énormément de personnes qui restent un peu dans ce moule. Bah, toi, aujourd'hui, tu as eu le Oui. courage, j'ai envie de dire, de sortir un peu d'une situation qui va être je veux dire, relativement avantageuse si tu regardes un peu la vie de tous les jours, le quotidien des gens. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce gros déclic en dehors peut-être, tu m'as parlé aussi de ton enfant. C'était quoi les gros déclics Mhm. qui t'ont donné envie de changer? Ben, j'ai eu un premier déclic en me disant j'accepte de tout plaquer pour partir dans l'inconnu, pour partir en Guyane, parce qu'au départ, j'étais bien en place et j'étais parti pour être numéro 2 de la boîte, une boîte qui fait plusieurs dizaines de millions. Donc, genre, c'était ma carrière a été tracée, quoi. Et, euh, et j'ai eu ce premier déclic de me dire, vas-y, tu sais quoi, si je tente jamais, si je tente pas ça, je le tenterai jamais. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, c'est pas grave, c'est qu'une démission. Et c'est qu'un billet d'avion, au cas où si je me plante. Donc ça, c'était une grosse décision quand même. Quand je suis parti, mon responsable à l'époque, il m'a dit, parce que je crois que j'avais 2005 de fixe ou 3000, et il me disait, Jérémy, si je t'augmente à 5000, tu restes. Je lui ai dit, tu sais quoi, c'est dommage que tu m'aies pas proposé ça avant, mais non, je pars quand même. Et du coup, tu vois, genre, je me suis dit, ah, le bâtard, tu vois. Et je me suis dit, putain, les négos, en fait, en vrai, je peux être meilleur. Et du coup, je pars. Et puis, en fait, là, c'était quoi? C'était le fait de. Je suis arrivé, j'ai quand même bouleversé beaucoup de choses. J'ai amené beaucoup d'innovations. Je trouvais des fournisseurs de métropole. J'avais plein de contacts. Je suis passé à la télé ici pour le développement en Guyane sur des produits qui n'existaient pas, apporter de nouvelles machines pour dynamiser l'entreprise et faire travailler les Guyanais, la population locale et tout. Genre vraiment, j'étais à fond.
Mais à un moment, je me suis dit, OK, je fais 6, 7, 8 000 et tout. C'était cool. Mais en fait, je me suis dit, putain, tous les efforts que je fais. Et en fait, je suis à un moment quelque part plafonné. Et je me rappelle, tout le monde me disait dans la boîte, mais Jérémy, pourquoi tu montes pas ta boîte? Et mais viens, nous, on te suit. Genre, t'as vu? Genre, en gros, chacune des personnes à chaque poste me disait, bah, moi, je viens, moi, je viens, moi, je viens, moi, je viens. Genre, en gros, j'avais déjà ma boîte à construire, tu vois. Et je me dis, non, je fais pas, genre, ça se fait pas. Je me suis engagé et c'est pas grave. Ouais, il y a sûrement du business à faire. Mais parce que ça va à l'encontre de mes valeurs, je lui ferai pas à l'envers. Donc, c'est pas grave. Non, j'arrête, mais je ferai pas ça, je ferai autre chose. Mais c'était aussi le fait de se dire, OK, je donne énormément. Et c'était un peu comme si j'avais genre trop d'attentes sur ce que je pouvais obtenir. Mais j'avais juste un poste de salarié. Même si j'étais directeur, c'était genre, tu as un plafond. Genre, mec, à un moment, genre, reste à ta place, tu vois. Et c'était ce truc-là qui venait trop souvent, qui revenait de plus en plus souvent. Tu vois, le truc où, OK, ça va aller, ça revenait de plus en plus souvent. Là, je me dis, je peux plus. Et tiens, en fait, je me suis dit, OK, je peux pas lui demander d'attendre. Enfin, il y a des choses que je peux pas lui demander, en fait. Il y a un moment, c'est moi qui dois prendre une décision. Et si Totalement. je suis plus fait pour rentrer dans ce cadre, bah, c'est à moi de me barrer, en fait, tu vois. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, tu sais quoi, je me barre. Et du coup, démission aussi encore, tu vois. Démission, euh, bonne situation, voiture de fonction, tout, cadre supérieur, euh, deuxième qui vient de naître, et, à 7000 bornes de toute la famille et des amis. Énorme. Et, et ma femme qui me dit, quand je lui en parle, elle me dit, non, tu te lances pas là-dedans. Et tu sais, le fameux, je vais en parler à ma femme, tu vois. Elle m'a dit, non, tu te lances pas là-dedans, c'est impossible que tu fasses ça. Et pendant longtemps, ça a été ouais, ok, t'as raison, en mode papa, en mode ouais, t'as raison. Je refuse plein de postes et tout. Et là, c'était vraiment une décision. C'était non, en fait, je Je vais faire te, ça. je te demande pas si t'es d'accord, je te dis ce que je vais faire, en fait. Tu vois. Donc, ça a été un gros déclic. Donc, ça a été chaud quand même. Ça a été vraiment, vraiment chaud parce que c'était un gros saut dans le vide quand même. Comment tu as géré un peu du coup cette partie perso, puis cette partie pro, enfin, ce gros switch? Ben, en fait, je me suis dit quand même, déjà, je pensais que c'était une arnaque, le closing, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est un coup, je me suis fait niquer. Donc, je me suis dit, je vais voir si ça existe vraiment. Et je me rappelle, j'avais contacté des mecs qui avaient le poste de closer sur les réseaux et je leur disais, est-ce que vraiment c'est un métier qui existe? Tu vois, genre, j'étais flippé quand même. Et ils me disaient, ouais, t'inquiète, je prends des calls, je fais des commissions et tout. Et en fait, je me suis dit, bah, ok, je suis obligé de tester avant, tu vois, genre, je peux pas faire non plus le dingue, je sais même pas ce que je fais, tu vois, si le métier il existe. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais travailler très tôt. J'allais travailler vers 6 heures ou 7 heures du matin. J'arrivais avant tout le monde, je prenais grave de l'avance sur mon boulot. Je prenais entre un et 2 calls par jour entre midi et 2. Ou des fois, je faisais une grosse journée et je finissais à 16 heures. Mais avant de rentrer à la maison à 18, de 16 à 18, je prenais des calls chez une collègue dans son appart. Et en gros, je prenais entre un et 2 calls par jour sur la semaine. Et après, le week-end, je prenais un peu des calls sur la sieste de mon petit, tout ça, en mode pour pas que ça vienne perturber la vie de famille. Donc, en gros, je prenais 30-35 calls par mois à peu près, en plus de ce que je faisais. Et donc, j'ai fait ça. Et quand j'ai vu que je commençais à faire au début, je crois que le premier mois, j'ai fait 1002. C'était une offre entre 3 et 5K. Je fais 1002, après je fais un peu plus et tout. Et quand j'ai vu que je commençais à faire du 2005, des 3000, des choses comme ça, mais genre avec 30 et quelques calls, et je me suis dit, mais en vrai, genre si j'arrête tout ce que je fais, genre j'ai grave plein de temps, c'est laisse tomber quoi, la dinguerie que ça peut être, quoi, tu vois. Donc j'ai fait ça. Donc pendant longtemps, j'ai fait le double taf en fait. J'ai fait ça pendant 3-4 mois, je pense, facile. Même, peut-être même plus de 6 mois, je pense. 6 mois parce qu'en fait, il voulait pas me laisser partir, le patron. Donc, en fait, je galérais à partir. Je voulais partir en mode rupture conventionnelle. Il voulait pas. Et après, à la fin, il fallait que ce soit en démission. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, tu sais quoi, je plaque tout. Je sais que je suis capable. Je l'ai fait. À partir de moi, je me disais, si je fais une vente, c'est bon. Genre, c'était de me dire, OK, je l'ai fait une fois, je peux le faire 10, je peux le faire 100. C'est énorme. Et le switch justement entre commercial, j'ai envie de dire physique, où là tu étais vraiment sur, j'ai envie de dire, sur le terrain, tu avais ton bureau, tu gérais vraiment plus, j'ai envie de dire, d'humains que tu peux rencontrer tout simplement. Tu vois, on n'est pas sur Internet où tu as des centaines d'ads et tu Ça. dois gérer un flux que tu ne connais pas du tout. Là, c'était quoi justement le gros switch? Comment tu as géré l'adaptation entre le commercial physique et le closing? Ben, en fait, en vrai, ouais, parce que enfin, moi, sur le physique, j'avais
j'avais une partie développement, j'avais une partie prospection. J'allais voir des clients, des grands comptes, des petits clients. Je prenais les portefeuilles clients et je regardais ceux qu'on pouvait augmenter le panier moyen, ceux qui n'existaient pas, qu'on pouvait ramener. Il y avait toute une phase de prospection. Je gérais les commerciaux et j'avais aussi une vision terrain, parce que je venais du terrain, j'étais technicien avant. En fait, quand j'ai commencé dans ce métier-là, et j'étais commercial, je voulais que vendre. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est un métier technique, j'ai envie d'aller sur le terrain. Donc en fait, en vrai, pendant que je faisais ça, j'allais dans les ateliers, j'apprenais à fabriquer. J'allais sur les installations, j'allais avec les installateurs. Ce qui fait que quand je faisais des devis, je disais, OK, il faut 4 heures à 2 personnes parce que je l'avais fait pour moi et je faisais mes devis. Et quand j'avais des mecs, après, quand j'étais directeur, ils me disaient, et Jérémy, vas-y, tu sais quoi, avec ton chantier, là, tu m'as dit qu'on met 15 minutes par truc et il y en a 200 et tout, c'est impossible, il nous faut 2 jours de plus. Je lui disais, bah ok, vas-y, tu sais quoi, donne-moi ta visseuse et je vais le faire. Et du coup, je le faisais devant eux. Je dis, regarde, j'ai mis genre 14 minutes. Énorme. Vu que toi, tu fais ça tous les jours, tu penses que tu peux le faire? Parce que je pense que j'avais prévu un petit peu de marge. Et genre, tu vois, c'était en mode lead by example, tu vois. Et donc, fallait que je gère l'atelier, fallait que je gère les approvisionnements, fallait que je gère les achats, que je négocie avec les fournisseurs. Et après, il y avait toute la strat, la comptabilité, la direction, l'animation commerciale avec les commerciaux. Et donc, du coup, les appels d'offres, tout ça. Donc, je faisais tout ça. Et finalement, quand j'arrive dans le closing, je me suis dit, putain, mais c'est fou, il n'y a rien à faire. En fait, ça m'a fait bizarre. Tu sais, en fait, pendant un moment, il y avait beaucoup de friction, en fait, dans mes échanges avec le head-off, parce que j'avais tellement l'habitude de faire plein de choses que j'avais l'impression de À en foutre. ne pas savoir quoi faire, tu vois. Ouais, Tu vois, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et tu vois, je faisais trop, tu vois. Je faisais trop, j'étais trop présent. Et parce que je me suis dit, ça peut être que ça, tu vois. À un moment, je ne me sentais pas légitime à me dire, OK, si je fais que vendre, j'ai une com, il manque des trucs, tu vois. totalement. Bah, je comprends de ouf. Moi, je suis passé par le porte-à-porte, hein. Comme je t'ai dit, j'ai fait du porte-à-porte. Pareil, j'étais commercial physique. Je veux dire que quand tu gères vraiment tout j'ai envie de dire, le tunnel de vente et qu'on te met devant, on te dit, bah, écoute, mec, t'as juste à passer, tu mets un t-shirt et tu passes tes appels devant ton PC, c'est du pain béni. On va pas se mentir, c'est du pain Ah béni. ouais, ouais. Ah, bah, 100%, 100%. Moi, je faisais des trucs, à un moment, je distribuais des livres. Genre, je partais, imagine le truc, la mission de merde. T'arrivais le lundi matin, on me disait, bah, moi, j'étais à Lyon. On me disait, bah, OK, genre, aujourd'hui, ton secteur, c'est telle ville. On te donne des cartons de livres. On te dit, bah, tiens, c'est ta ville. Et toi, tu dis, OK, sur la semaine, OK, bah, tiens, il faut que j'entoure les bâtiments administratifs, les zones industrielles, machin, les écoles et tout. Il faut que j'aille distribuer mes livres du lundi au mercredi en disant, regardez, c'est un livre sympa, machin, d'éducation. Bah. Et après, du lundi au mercredi matin et du mercredi après-midi au vendredi matin, tu récupères et tu prends les commandes. Mais par contre, la plupart du temps, tu arrives, ah non, on veut pas, non, on veut pas, non, on veut pas. Et tu es 100% payé à la commande. Tu achètes ton propre costume, t'es avec ta voiture, genre à la fin, Ta propre genre, essence. c'est voilà, et non, 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 non. Tu vois, et quand tu fais ça, enfin, je faisais même de l'animation commerciale en magasin, enfin, genre, j'ai fait Ça beaucoup de fait choses. peur, J'étais hein. même responsable d'un magasin. J'avais un magasin à Micromania. Je jure, Micromania. C'était un Incroyable. rêve de gosse, en fait. C'était un rêve de gosse. Je me dis, un jour, j'aurai un magasin Micromania. Et genre, c'était une belle période quand même. Je me dis, j'avais tout. J'avais toutes les consoles. J'avais GTA. J'étais C'est refait. énorme. C'est C'était au top. énorme. Mais T'avais des sauf que je gagnais avantages? pas beaucoup, quoi. T'avais des avantages en tant que responsable de Micromania? Ouais, ouais, bah, enfin, en gros, je pouvais louer autant de jeux que je voulais. Je pouvais amener des consoles chez moi. Enfin, ouais, c'était trop bien. Genre, c'était communauté de gamers et tout, tu vois. Alors, on se retrouvait le soir à faire des jeux avec des teams, Call of Duty, FIFA, machin. Genre, c'était trop bien. Mais genre, c'était juste pas la réalité, en fait. C'était genre, je dis, ouais, c'est bon, au bout d'un moment, t'as tapé ton délire pendant un an, là, vas-y, faut vraiment aller travailler, là, tu vois. J'ai fait une pause, tu vois. C'était une- Mais c'était de la vente, quoi. De la vente, les upsells, tu recevais tes mails, tiens, il faut vendre ça. Tiens, si tu vends Mario Fiction. Kart, il faut absolument vendre et le volant et machin et tout, sinon t'as pas ta prime, tu vois, genre des trucs comme ça. Pression de malade. Enfin, mais enfin, bref, ouais, c'était. Donc, ouais, ouais, quand tu arrives dans le closing et tu dis, ouais, il y a une pression, tout ça. Mais en vrai, je veux dire, par rapport à tout ce que tu as l'habitude dans le milieu physique, pour moi, c'était de la détente, quoi. Ouais. Bah, en fait, entre bosser 8 heures par jour, entre guillemets, parce que quand t'es en CDI, grossièrement, c'est ce qu'on te demande, bosser 8 heures par jour où tu as 4-5 heures où tu vas faire bah, tout ce qu'il y a autour de la vente et tu passes peut-être 2 heures à vendre en tout. Bah, là, on te dit, Ouais, bah, écoute, là, tu bosses pendant 8 heures où tu vas juste vendre. Mais c'est surtout si tu kiffes ça, tu vois, je trouve ça énorme. Moi, je trouvais que c'était une ouais, chance 100%. énorme. Pour donner un exemple, moi,
Moi, j'avais pas autant de responsabilités. Enfin, j'en ai pas autant, c'est clair. Moi, j'ai fait le mec stupide. J'étais super, entre guillemets, un peu stupide. J'ai mon pote qui était, on va dire, un peu plus renseigné sur ce qui se faisait en ligne. J'avais mon CDI à la MAF en tant qu'assureur et tout. Enfin, pour le coup, bah, j'étais bien placé, surtout pour mon âge. J'ai pas de diplôme, enfin, j'ai juste le bac. Je me suis retrouvé à la MAF alors il fallait un master. Mais du jour au lendemain, je me suis barré. Parce que vraiment, qu'on m'a expliqué que tout ce que je faisais aujourd'hui, je pouvais le faire en bien plus simple sur Internet, bah, en fait, ça paraît stupide de pas y aller. Mais justement, tu vois, je trouve ça intéressant qu'on en parle. Parce que justement, est-ce que tu peux me donner un peu ton avis justement là-dessus? Parce que moi, mon avis, il est simple, c'est que trois quarts des closers qui ont découvert, j'ai envie de dire, la vente sur Internet, en fait, c'est des gens à qui on a vendu quelque chose d'hyper facile. Donc, moi, je Mm. peux comprendre que pour quelqu'un qui était dans le monde physique où tu as beaucoup plus de contraintes, quelque chose qui peut paraître simple. Mais aujourd'hui, c'est quoi, par exemple, les plus grosses erreurs, même en termes de mindset, que tu retrouves chez les closers que, par exemple, tu accompagnes en ce moment? Euh, je dirais que beaucoup pensent que c'est trop facile. Beaucoup pensent que c'est trop facile. Beaucoup pensent qu'il suffit de dire des mots magiques pour faire des ventes. Euh, il y a en fait, dans le closing, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu es en physique, tu as plein de choses à faire, mais tu sais, tu connectes avec les gens, tu leur serres la main, tu as un côté physique, tu as de l'énergie, tu as des choses, tu es debout, tu parles avec eux, tu as quelque chose que tu n'as pas dans le closing où tu es là, on voit la moitié de ta tête et il faut que tu sois performant et voilà, et tu es sédentaire et tout, tu vois, et du coup, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Euh, et du coup, bah, en fait, de ce que je vois, principalement, c'est souvent un peu le côté trop facile. Ils pensent que ça va tomber facilement et qu'il y a juste à prendre des commandes, en fait, sauf que la réalité, c'est pas ça. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de closers, justement, qui, parce que c'est pas simple, se résignent, en fait. Genre, il y a un manque de, de hargne, tu vois. Hmm. Tu vois, en vrai, genre, tu prends des commerciaux, tu leur dis ce que c'est le closing, ils viennent dans le closing, ils vont tout niquer, C'est des tu vois. tueurs. Parce que c'est tellement, entre guillemets, simple par rapport à tout ce qu'il y a à faire à côté. Laisse tomber, laisse tomber. Et donc, du coup, bah, en fait, il n'y a pas cette hargne. Tu vois, il n'y a pas cette hargne quand tu es commercial et que tu dois passer ton temps à faire de la prospection, booker des rendez-vous, les tiens pour dire, ah, vas-y, putain, si j'arrive à me faire 2 rendez-vous dans la semaine ou machin. Et tu es là, tu dois faire plein de choses. Et tu as les collègues qui te parlent à côté. Enfin, genre, c'est en open space, c'est un carnage. T'es dispo? Non, bah, bah, viens en réunion. Attends, bah, je devais rappeler des clients. Ah, bah, vas-y, ok, vas-y, viens en salle de réunion. D'un coup, tu as 2 heures qui ont disparu. Enfin, bref, là, tu es focus. Tu peux juste faire des deals. Et en fait, il y a pas cette connaissance du terrain, de la difficulté du métier de commercial. Ce qui fait, et là, des personnes arrivent de tout horizon. On leur a vendu du rêve. Et en fait, la moindre friction, les gens s'écroulent. Et en fait, même ça va. Un petit truc qui savent qu'il faudrait qu'ils fassent, ils ne le font plus. Parce qu'ils ont fait 2000, parce qu'ils ont fait 3000, parce qu'ils ont fait 5000. Et du coup, bah, en fait, finalement, moi, je fais beaucoup plus d'accompagnement finalement sur le mindset, sur la posture, sur l'énergie, sur la gestion. Des fois, je suis plus coach de vie que coach vente, tu vois. Donc, en fait, j'ai tout cette approche-là sur qu'est-ce que tu as fait, en fait. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait là, qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu faisais juste avant. Et on va repartir en arrière, on va voir ce que tu as arrêté. Et tu t'aperçois que tout le monde devrait avoir un mindset, mais c'est impossible. Mais dans le milieu du closing, il faudrait être bon en vente, il faudrait avoir une notion d'entrepreneur. Tout le monde ne l'a pas. Hmm. Les gens y font, mais en fait, ils ne sont pas forcément faits pour. Du coup, les gens ne font jamais la bascule réellement parce qu'il y a une grosse zone de vide et ils ne le font pas. Pourtant, c'est ce qu'ils demandent aux gens de faire tous les jours. Et après, ben, il y a aussi le fait qu'il y a une notion faut avoir une notion de performance, de sport de haut niveau, en fait, avec ton hygiène perso, ta remise en question, tes doutes, les moments où tu t'écroules, où il faut te relever, les moments où plus tu as une ascension et plus tu performes, plus tu es seul. Et les gens, la solitude, ont du mal à la gérer. Tu vois, ils sont là, Totalement. ils s'écroulent eux-mêmes, ils n'arrivent pas à rebondir. Tu vois. Et du coup, bah, c'est ça, globalement, c'est pas forcément des manques de compétences en vente, mais c'est la répétition, savoir que globalement, il faut répéter, répéter et répéter, que ça peut globalement être des fois parfois ennuyant parce qu'il faut répéter les choses. Il faut continuer à la salle de sport, il faut continuer à écouter ses calls, il faut continuer à prendre bien soin de soi, faut
voilà, faut vivre aussi à côté. Et il y en a qui oublient. C'est-à-dire qu'ils font que prendre des calls, mais ils oublient de vivre. Ils oublient, ah tiens, si je peux faire un call en plus au lieu d'aller à la salle, bah c'est bien, mais ils s'aperçoivent qu'en fait c'est de la merde parce qu'ils sont éclatés en termes d'énergie. Et en fait, ils auraient dû continuer d'aller à la salle. Tu vois, et du coup, il y a un peu ce truc, ce manque de gestion ou de recul sur soi et, euh, et de pas faire ce qu'ils savent qu'ils doivent faire, tu vois. Mm. Mais pourtant, c'est exactement ce qu'ils demandent aux gens de faire tous les jours. Et souvent, ils l'oublient et je le rappelle très souvent. Très souvent. Je vais Genre, à même. partir du moment où tu fasses, t'étonnes pas que les gens en face ne prennent pas la décision. Et au fond de toi, t'as pas l'énergie, tu peux pas incarner ce que tu demandes à l'autre de faire parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es un mytho, en fait. Tu sais que c'est Totalement. pas vrai, tu le fais pas pour toi. Donc, énergétiquement, il y a un truc qui passe pas. Même si tu dis ta phrase magique que tu penses que tu as vue dans un réel Insta, et tu dis, putain, si je sors ça, je vais faire des putains de ventes. Tellement. Non, c'est ça. Tu sais Pas il y a comme. un exercice hyper intéressant, tu m'as fait rappeler ça, que j'avais demandé à mes closers de faire, parce que justement, tu sais, on en avait parlé la dernière fois, et je me suis rendu compte que je faisais beaucoup plus de coaching mindset que de coaching, entre guillemets, performance de vente, tu vois. Et du coup, moi, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, je suis hyper aligné. Moi, j'ai une phrase, c'est que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à être honnête avec toi-même, tu peux pas exiger que ton prospect le soit aussi. Ça veut dire que des fois, ce que je leur demande, c'est de prendre, entre guillemets, tout leur script qu'ils ont écrit, toute leur frame, toute leur reframe, c'est de se poser dessus et de se poser exactement les mêmes questions devant le miroir. Et on se rend compte que trois quarts des gens n'arrivent pas à faire ce taf-là, mais justement, comme tu disais, ils veulent que les gens le fassent en face d'eux. Et ils se plaignent du coup qu'il y a pas de résultat. Mais ça va bien plus loin du coup que la technique. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant qu'on en parle. Déjà, qu'est-ce que tu penses des scripts? Je trouve ça intéressant. On va en parler. Qu'est-ce que tu penses des scripts, toi? Euh, À tout ça veut pas niveau. dire que bah, c'est ce que j'en pense. Euh, J'arrive pas à suivre un script. Donc, du coup, je suis quand même assez opposé à suivre un script. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que je fais du commercial depuis longtemps. Donc, il y a des choses qui sont acquises, qui font partie de moi, mais pour qui c'est pas possible pour tout le monde, en fait. À des moments, les personnes veulent prendre des raccourcis, se dire, OK, bah, par exemple, Jérémy, il fait son script, il fait ça, et du coup, c'est au flow et c'est nickel et tout. Mais en fait, moi, perso, j'ai une trame. Je sais où je vais. Je sais ce que je dois dire. Je sais si j'ai oublié quelque chose. Je prends des notes dans mes calls. Donc, je sais ce que je dois dire, ce que j'ai oublié. S'il y a un point qui est à creuser un moment, j'ai cette flexibilité. Je sais où je vais. Et si je me plante, je me réajuste en cours. Mais je suis pas de script. Mais je suis une trame. Tu vois, j'ai un framework globalement que je suis et je sais où je dois aller, où je dois naviguer. Mais en vrai, tout le monde ne peut pas faire ça et il faut de l'expérience pour le faire. Parce que globalement, si tu arrives et tu te dis, OK, ben, quelqu'un qui démarre ou même des fois qui a un peu d'expérience, qui dit, OK, j'y vais sans script, comme ça, c'est le meilleur moyen pour faire n'importe quoi. Parce que s'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils doivent demander et les questions qu'ils demandent, pourquoi ils les demandent, très souvent, il y en a qui vont, ils ont leur script, mais ils ne savent pas pourquoi ils posent les questions. Ils ne savent pas quelle réponse ils veulent. Et à Totalement. partir du moment où ils ne savent pas quelle réponse ils veulent, aujourd'hui, je dis, non, mais dans des calls, je fais des écoutes de calls, je dis, pourquoi tu as posé cette question? Mais je sais pas, c'est dans le script. Genre, mais tu sais quoi? Prends ton script là, genre, fais une boule, jette-le. On recommence. Vas-y, jette ton script. La prochaine fois que je te rate sur ton call, je vois ton call et je vois ton écran blanc à côté de t'ouvres ta page de ton script et j'écoute pas ton call. Fais-le sans script. Ouais, mais du coup, je vais faire de la merde. Vas-y sans script. D'accord? Vas-y sans script pour voir un peu comment tu te connectes à la personne et comment tu l'écoutes vraiment. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que les scripts, ça peut énormément aider, ça aide et ça Totalement. donne une structure et c'est hyper important parce qu'il y en a ils vont se laisser emporter, ils vont pas cadrer les gens, du coup, ça va partir dans tous les sens. Mais la réalité, c'est que ça donne un cadre. Ça donne vraiment un cadre sur ce qu'il faut faire et tout, mais il faut comprendre le script. Il faut comprendre que c'est pas la phrase qu'il faut dire, mais c'est par où il faut passer, pourquoi on pose ces questions, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, tu vois, et que la personne elle prenne conscience de son problème, depuis combien de temps, est-ce qu'elle a envie de le faire. Il faut comprendre un peu les grandes étapes et de savoir réellement qu'est-ce qu'on veut. Parce que si on pose une question parce qu'on ne sait pas, genre ferme ta mouille, quoi, tu vois, genre dis rien à la limite, tu vois, genre fais un silence et laisse la personne parler. Tu vois, c'est peut-être le mieux que tu as à faire. Et donc, du coup, bah, il y en a qui confondent entre avoir un script, avoir un frame, tu vois, à suivre et dire mot pour mot.
Parce qu'en fait, quand ils font ça, en plus, déjà, ils sont complètement déconnectés de ce que la personne dit. Totalement. Ils suivent le truc ABCD, comme si un humain pouvait dire, comme si la personne avait le script dans l'autre sens et disait, bah, OK, alors à la prochaine étape, je vais parler de ça. Tu vois, c'est une conversation humaine. Mais très souvent, ce qui peut être le gros frein, c'est que des fois, les closers sont 100% attachés à leur script, entendent pas ce que la personne dit, Et ils sont plus. rebondissent pas sur des choses qui devraient rebondir et ils sont pas connectés à l'autre, en fait. Alors que quand tu es, quand t'es commercial, quand tu es sur le terrain, tu es face à un mec, tu peux pas faire. Alors, ouais, ouais. Ok, qu'est-ce que je Alors, dis? donc, Euh, mais justement, c'est hyper intéressant. J'en parlais la dernière fois dans un podcast avec Antoine. Mais la différence, en fait, quand tu es commercial physique et closer, selon moi, du coup, c'est que tu as développé un peu ce côté soft skills. Donc, le fait de connecter humainement avec les gens, le fait de réussir à créer de la bien sûr. confiance, le fait de réussir à créer un climat où la personne, bah, tu as réussi quand même à la cadrer, mais tu arrives à avoir ce côté aussi jovial. Les gens, ils confondent un peu, Ouais, un peu les deux, le fait que ce soit débridé, le fait qu'il n'y ait pas de cadrage. En fait, ils ont l'impression que si tu retires le script, bah, en fait, tu perds tout ça. Alors que bah, du coup, quand tu as développé du coup, les soft skills que la plupart des commerciaux du coup, physiques n'ont pas le choix de développer s'ils veulent être bons dans leur domaine, bah, du bah coup, oui. c'est hyper simple. Enfin, finalement, tu vois, on va pas, enfin, c'est pas facile. On va pas vendre ça non Non, plus comme quelque chose de facile. non, c'est pas facile. Ça aide. Mais la contrepartie derrière, c'est que les gens peuvent être complètement déconnectés de la conversation qu'ils sont en train d'avoir avec la personne. Et voilà, moi, j'ai déjà vu des gens qui suivaient des scripts et la personne qui dit entre deux trucs, ouais, parce que là, j'ai perdu mon père et tout, machin. Et ouais, donc, alors, du coup, enfin, genre, prochaine question. Genre, ce Ok, sur une truc-là, question 1 à 10, à quel point c'est important pour toi? non, mais tu vois, genre, le truc qu'il fallait pas louper, et ben, la personne était tellement concentrée sur son script et la question à poser après que c'était le point de bascule du call que la personne a loupé. Et ce moment, il reviendra plus jamais, en fait. Tu peux pas arriver et te dire, alors, OK, on va parler des douleurs. Donc, tout à l'heure, tu me disais par rapport à ton père qui est mort, ça marche pas, ça, en fait. Ça n'existe Genre, pas. dans la vraie vie, tu fais ça à quelqu'un, le mec, il met une droite et tu fais, je veux dire, Et il c'est a c'est raison, irrespectueux, tu vois. il a raison de t'en mettre une. Tu vois, genre, et tu vois, et c'est irrespectueux. Et pour moi, l'écoute est très, très importante. Tu vois, là où je mets le focus sur les closers, c'est de développer leur présence en call. Quitte à faire des calls imparfaits, de savoir où est-ce qu'ils doivent aller. Et s'ils ont loupé des choses, bah, de comprendre ce qu'ils ont loupé, mais de savoir ce qu'ils doivent couvrir, mais surtout de développer une présence en call. De comprendre les moments où ils doivent la fermer, de savoir quand il faut creuser, de savoir quand ouais, il faut se taire, il faut écouter. Quand on se dit, OK, j'ai une question, ah non, putain, cette question, non, moi, je me tais. Et la personne, on s'aperçoit qu'elle répond à deux, trois questions qu'on aurait pu poser, elle répond toute seule. Et du Totalement. coup, tu vois, tu as une espèce d'écoute active. Et pour moi, c'est ça. Des fois, ça peut être imparfait, mais en soi, quand tu développes ça, tu es présent, tu es authentique et les gens le sentent. Et quand tu es authentique et que les gens le sentent et que tu es connecté à la personne, connecté, ça veut pas dire genre, ouais, on parle du match de foot et tout, tu vois, genre, pas ces conneries-là, tu vois. Mais genre, t'es vraiment, tu comprends la personne, tu l'entends et tu la sens, tu vois. Et ben, quand tu dis des choses, à partir du moment où tu les dis avec la bonne intention, Le cœur aussi. parce que les gens, ils pensent que, les gens, ils disent, enfin, on veut aider les personnes, oui, bien sûr qu'il y a une notion de vente, mais vouloir aider la personne, l'accompagner, ça veut pas dire être sympa. Ça veut dire des trucs qui sont durs, en fait, à entendre pour elle. Mais pour ça, il faut savoir bien écouter. Mais à partir du moment où tu le dis avec la bonne intention, tu peux dire le truc le plus dur possible à entendre. Les gens le prendront pas mal, tu vois. Parce qu'ils savent que tu les écoutes et que c'est pour leur bien ou potentiellement personne ne leur a jamais dit ça. Et ils le prendront pas mal en général, tu vois. Et donc voilà ce que je peux dire par rapport au script. Pas de script, c'est qu'il n'y a pas réellement pas forcément pour, contre ou quoi. C'est juste que pour moi, déjà, pour aller sur du sans script, il faut quand même avoir un niveau quand même plus avancé. Et le script, le cadre peut vraiment aider à donner une structure pour les personnes qui se lancent, qui sont pas expérimentées en vente et surtout que ça peut donner des repères pour des personnes qui changent d'offre et qui n'ont pas de repères et qui à chaque fois doivent se réajuster entre les offres parce que bah, l'avatar n'est pas le même, les questions sont pas les mêmes. Et au fur et à mesure, tu développes ces compétences qui fait que tu as une adaptation et tu as juste un humain en face de toi et tu sais les questions que tu dois poser, mais ça vient avec la pratique et l'expérience. Mais ça va avec le fait aussi que tu es connecté avec les gens, mais des fois, tu oublies des questions. Ça peut arriver de faire des calls imparfaits aussi. Ouais, bien Ça sûr. fait partie du jeu, quoi. Moi, je trouve ça beaucoup plus. Et en plus, tu sais, je sais pas si tu penses la même chose que moi. Moi, aujourd'hui, je trouve que le marché, il commence à
le marché surtout de l'infoproduit, de la vente même de services à étiquette commence à, j'ai envie de dire, se sophistiquer. Donc les gens, en fait, ils connaissent les scripts de closing. J'ai fait le test il y a quelques jours, même Mm. avant de te dire ça. Tu vas sur ChatGPT, tu lui dis écris-moi un script de closing. Tu vas sur Instagram, tous les mecs qui te vendent du coaching en closing, c'est exactement la même chose. Ok, sur une échelle de 1 à 10, ok, pourquoi maintenant et pas dans 6 mois? Alors, j'ai rien contre, contre les vendeurs Instagram, les gens qui vendent du coaching en soi, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, je trouve que le marché, il se sophistique et que les gens atteignent beaucoup plus ce côté, comme tu disais, écoute active, connexion humaine, et que ça va vendre beaucoup mieux le fait de réussir à se détacher entre guillemets, de ce rôle, tu vois, et vraiment prendre la chose à cœur, tu vois. Vraiment être avec le mec, être présent avec le mec, tu vois. Ah ouais. En fait, au final, aujourd'hui, ce qui devient le plus dur avec les closers qui sont passés par des formations, par un formatage, c'est comme ça, A, B, C, D, E, qui sont formés par des gens qui ont des méthodes il y a 6 ans et que les mecs, ça fait 4 ans qu'ils font plus de ventes. Euh, En fait, les gens, ils sont hyper conditionnés. Et moi, le travail très souvent que j'ai, c'est de déconstruire tout ça et de rendre les gens, de retrouver leur authenticité. Et c'est aujourd'hui le plus gros challenge, c'est que les gens retrouvent leur authenticité en call, en fait, et qu'ils apprennent à être eux-mêmes et pas à être quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça, c'est un gros challenge. Et quand les gens arrivent à aller retrouver qui ils sont dans la vraie vie et à vraiment incarner ça, c'est là où les gens deviennent bons. Parce qu'ils n'ont plus besoin d'être quelqu'un d'autre, ils n'ont plus besoin de faire semblant. Et ça, l'énergie, elle change quand tu es en call, quand tu es toi. Carrément. Carrément. Et c'est quoi un peu j'ai envie de dire, ton top 5 des prérequis pour être un bon closer? Pas grossièrement. Comme je t'ai dit, je vais éliminer le mot closer. Je vais plutôt dire c'est quoi ton top 5 de prérequis pour être un bon sales, un bon vendeur? Euh, Allez, top 3. Je suis pas J'ai bon, été, j'ai été forcément bien. bon avec des tops. Non, non, j'en sais rien. Je vais réfléchir. Non, non, mais je vais essayer de réfléchir à ça. Mais enfin, je dis ce qui me vient, hein. C'est peut-être qu'il y a il y a sûrement plein de réponses possibles et il y a sûrement peut-être des réponses que je pourrais faire différemment avec 5 minutes de réflexion. Mais je dirais que pour moi, il faut déjà aimer la vente. Genre, si t'aimes pas de faire ça, fais-le pas. Vraiment, pour moi, pour faire de la bonne vente, il faut aimer ça, il faut aimer vendre, mais il faut aimer l'autre. Pour moi, il y a une vraie nécessité d'aimer l'humain, genre d'aimer discuter avec les gens, d'avoir enfin, une vraie humanité, Totalement. d'aimer la vente. Si tu le fais contre ta volonté de j'aime pas vendre et tout, fais autre chose. Vraiment, fais autre chose, tu vois. Donc, il faut quand même aimer ça parce que c'est dur. Parce que c'est dur. Et donc, du coup, il faut aimer. Euh, faut aimer la performance. Je dirais qu'il faut, être- faut avoir une animation enfin, liée à la performance de faire plus, de jamais se contenter, voilà, de vouloir faire mieux, pas forcément mieux que les autres, mais juste mieux que nous, en fait. Tout simplement, on va accepter d'avoir cette performance envers nous-mêmes. C'est un vrai challenge, mais faut l'avoir. Pour moi, ce drive en interne. Pour moi, il faut être organisé. Il faut être organisé et structuré. Euh, je vais pas dire être un professionnel, mais en vrai, c'est un peu ça, tu vois. Faut pouvoir, faut pouvoir être organisé. Pour être un bon commercial, faut être organisé. Faut être organisé, que ce soit avec des outils, avec nos propres outils ou avec des outils qui sont fournis avec la boîte avec laquelle on bosse. Mais en tout cas, faut être organisé. Parce que le gars qui est organisé, qui est rigoureux, s'il fait tout ce qu'il faut, globalement, il va arriver à des résultats. En tout cas, s'il n'arrive pas à des résultats, il va pouvoir mesurer. Il va pouvoir traquer ce qu'il fait bien, ce qu'il fait pas bien. Et il va pouvoir s'améliorer. Celui qui traque absolument rien, ne pourra pas s'améliorer parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut améliorer ou ne sait pas ce qu'il fait bien, ce qu'il fait pas bien. Il ne sait pas ce qu'il faisait de bien, ce qu'il fait plus. Et du coup, c'est l'anarchie, en fait. Donc, je dirais que, il y a aussi cette structure-là. Il y a aussi le fait d'être organisé. Euh, voilà, je sais pas combien ça fait. Je sais pas si ça fait 3, si ça fait 4. Là, ça fait 3, je trouve que c'est pas mal. Comme je t'ai dit, moi, je veux pas qu'on s'adresse uniquement à des closers, ça s'adresse vraiment aussi à des gens même qui aiment la vente en général. Tu m'avais dit que, par exemple, tu accompagnais aussi, Ouais. par exemple, une entrepreneuse. C'est quoi un petit peu
les problématiques que tu vois un peu avec des gens qui vendent leurs propres services, par exemple? Euh, En fait, les gens qui vendent leurs propres services vendent par conviction, vendent par expertise, mais ils vendent pas réellement par un process de vente, tu vois. Ils savent pas ce qu'ils font. En fait, ils savent pas ce qu'ils font pour vendre. Ils savent qu'ils vendent ou ils savent qu'ils vendent pas, mais ils savent pas pourquoi. Tu vois, ils arrivent pas à... C'est tout au feeling. Il y a rien de, il y a rien de palpable. Tu vois, ils savent pas ça. Et donc, du coup, c'est de leur donner une structure, leur donner un recul. C'est toujours délicat parce que c'est à la fois leur donner une structure de comment vendre, de comprendre par quoi on va faire passer la personne, pourquoi on va dans cette direction. Donc, on est obligé de faire une éducation. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, tout ça. C'est leur trouver le bon équilibre entre pas être coach sur le call, pas être l'expert qui règle un problème sur le call parce que la personne elle a plus de problème et elle se barre et elle a plus envie de passer à l'action. Ils ont tendance à coacher et presque à régler un problème sur le call, tu vois. Donc il y a ça. Ils savent pas comment ils vendent. Donc du coup les éduquer au process de vente. Et il y a ce juste milieu à pas en faire des closers, à en faire des sales, mais leur faire garder leur authenticité. En fait, trouver le juste milieu entre qui ils sont et leur donner un process, tu vois. Et c'est ça un peu qui est pas évident. Parce que quand ils rentrent trop dans le process, ils sont plus eux-mêmes et ils vendent plus. Alors des fois, à la limite, des fois, il vaut mieux presque qu'ils aient aucun process et qu'ils y aillent Totalement. avec leur conviction. Parce que un infopreneur qui vend son offre, il peut closer à 10%, il peut closer à 50, à 60. Celui qui vend à soit 50, 60%, un closer fait la même chose. Il y a des chances qu'il vende à même pas 10%. Parce que Ah genre, oui, ce qu'il va clairement. faire, ça va être éclaté. Mais Après, comme l'infopreneur, il vend par conviction, par expertise, il peut se permettre de dire de la merde qu'un closer ne pourra pas, parce qu'il n'a pas cette légitimité, cette autorité pour dire ça à la personne, tu vois. Et voilà, je dirais les challenges. Et puis après, il y a toute une dimension d'organisation, une dimension marketing, pour des fois où en fait je m'aperçois que des fois les infopreneurs veulent grave monter en compétences de vente, alors qu'en fait des fois ils ont des problèmes marketing, ou alors il faut qu'ils augmentent leur taux de show-up, ou alors mettre en place un process de nurturing pour leurs clients. Mais comment ils rappellent leurs no-show? Est-ce qu'ils les rappellent? Est-ce qu'ils set leur call? Tu vois, et en fait tu t'aperçois que des fois, vu que tu avec des process autour, sans augmenter leurs compétences de closing, ils font plus d'argent. Tu vois. Donc totalement. après, quand tu arrives à mêler les process et les compétences, là, il peut faire des beaux chiffres. Et des fois, le dernier challenge que je peux voir aussi, c'est que c'est l'envie de vouloir déléguer trop vite. Donc, mon J'allais- job, là, c'est de structurer, de dire non, tu vas vendre ton offre et quand tu seras prêt, ou prête, tu pourras déléguer. Mais ne va pas déléguer quelque chose que tu ne maîtrises pas, parce que c'est le meilleur moyen de te planter. Donc, on va structurer, tu vas faire tes ventes, on va documenter ça, tu vas enregistrer tes calls, et c'est ça après qui va créer un process d'onboarding pour ton équipe après. Mais à la fin, pour l'instant, ne va pas vouloir gagner 5, 10, 15 heures par semaine quand en vrai, tu as 20 heures de travail, quoi. Genre, bosse 20 heures en fait, et délègue pas, alors que tu dois passer sur le terrain. Parce que quand tu devras avoir un sales manager ou autre, que tu saches qu'ils te racontent pas de la merde, quoi. Tu vois, que tu T'as sois pas passé par là, c'est des important. attentes. En fait, t'as pas d'attente particulière si tu sais pas du tout ce que tu as besoin pour que ça performe. J'ai eu énormément ce cas-là justement justement des gens qui viennent via ma brand, du coup, qui ont des infoproduits, qui font du high ticket et qui veulent déjà placer du coup des sales. Mais souvent, comme tu dis, le problème c'est qu'ils savent pas eux-mêmes vendre leur offre. C'est Et ça. je pense qu'aujourd'hui c'est le pire piège. Si tu sais pas vendre ton offre, mec, Ouais. personne ne vendra mieux que toi. Personne. Et Tu peux en attirer un tas, il toi y a, il y a- d'ailleurs. il y a- comment? Tu dois en attirer un tas justement avec ta brand, des mecs qui veulent te prendre des closers alors qu'ils ils ont pas de système en place, ils ont Ouais, rien. ouais. Il y en a, je passe mon temps en général à refuser. Je passe beaucoup plus de temps à refuser qu'à accepter. Et en fait, à des moments, ils viennent comme ça en mode ouais, du coup, je veux recruter un closer ou deux closers et tout. Et genre, je les mets parce que, enfin, moi, j'ai closé pendant 1 an et demi en agence marketing et c'était que des infopreneurs. Donc, Mm. j'ai peut-être fait 5 700 calls avec des infopreneurs. Donc, je le connais, cet avatar. Le travail que j'avais, au-delà de faire du closing, c'est que je les éduquais. Je les éduquais à comprendre l'univers du closing et qu'ils apprennent à respecter les closers. Tu vois. Donc, moi, Ouais. quand je voyais que le close il était mort, ou même quand c'était pas mort, mais que j'avais une faille pour les éduquer sur le closing,
je les éduquais, d'apprendre à respecter les closers, quoi. Et de savoir que c'était pas les patrons des closers, mais que c'était un partenariat et que c'était gagnant-gagnant, tu vois. Pour remettre un peu la posture et que c'est pas genre, ils sont pas rois, tu vois, et vas-y, tiens, je te Totalement. donne des leads. Non, mec, si le mec il performe pas, tu manges pas. Donc, genre, respecte, en fait. Et, euh, et du coup, ben, le truc que je vois des fois, c'est ouais, bah, je veux des closers et tout. Ouais, ok, tu fais combien de chiffre d'affaires? Ouais, mais c'est quoi le rapport? Tu fais combien de chiffre d'affaires? Bah, ça dépend. Des fois, je fais 7 000, 10 000, 15 000, 20 000 et tout. Du coup, voilà. Je dis, mais, et du coup, pourquoi tu veux déléguer? Bah ouais, bah quand même, j'ai des calls que je coach, écoute. Mais je cherche un super bon et tout. Je dis, je vais te faire un calcul tout simple. Je dis, à partir du moment, supposons que tu fais 20K et que la personne, elle fait la même chose que toi. Est-ce que tu sais combien va gagner en moyenne des commissions un closer qui est expérimenté? Bah non, je sais pas et tout. Bah, je sais pas. Je dis, bah, tu vois, par exemple, quelqu'un qui fait entre, allez, moins de 2K, tu vois, c'est quelqu'un qui est un peu dans le début, tu vois. Après, ça Ouais, dépend, ça veut pas dire quelqu'un qui est pas bon, mais il est un peu dans le démarrage. Une fourchette où tu as quelqu'un qui a l'expérience, il est plutôt entre 2 et 5 ou quoi. Et quand tu as des mecs qui commencent à faire plus de 5, 6, 7, 8 et que c'est récurrent et au-delà, bah, c'est des bons. Maintenant, la question que je te pose, c'est à quel moment tu penses que tu peux attirer un top player qui habituellement gagne 5, 6, 7, 8, 10 000, alors que toi, tu fais 20 000. Ça veut dire que si il close comme toi, il gagne 2 000 euros de commission. Tu penses que tu vas attirer qui avec ton offre? totalement. Tu Mais vois? Donc, oublie ton A player là, tu auras un C player et tu accepteras ça, qui fera peut-être même moins que toi, mais genre, oublie ça. Tu feras un choix. Mais pour moi, la meilleure chose que tu peux faire, c'est continuer de closer, essayer d'aller à 25, 30 ou quoi machin, et là, bah, tu acceptes d'avoir des gens qui, soit des fois sont bons, mais dans lesquels tu ne demandes pas d'être en full time. Tu leur acceptes d'être sur une autre offre et qui vont faire cette offre à côté pour se faire un petit complément, pour se faire la main, pour t'aider à construire, mais le gros de leur argent, ils ne vont pas le faire avec toi. Donc, dis pas, je veux un A-player, full time et tout. En fait, toutes ces cases, elles ne vont pas ensemble. Il j'en faudra ai que tu eu fasses des tellement choix. de mecs comme ça, j'en ai eu tellement. Je te jure, je te jure, Donc, j'en Donc veux. voilà, je pense que ça te parle, hein, mais c'est globalement ça, tu vois, et c'est ce que je leur dis. Je m'en fous d'avoir. Mon but, c'est pas de prendre plein de mandats, mais c'est au moins de me dire, OK, il repart au moins avec quelque chose, il est éduqué, il comprend juste la réalité du terrain. Et si j'ai fait ça, au moins, je me dis, au moins, je l'ai préparé pour la suite et peu importe où il ira, au moins, il y a cette réalité-là parce que, à force de voir des trucs passer, des pubs et tout le monde veut une équipe de closers et à la fin, les gens ne veulent rien foutre. Ils veulent avoir des gens qui prennent des calls pour eux et eux, ils n'ont rien à foutre la journée. C'est un Ben, balier. C'est un balier à non, bord, mais tu quoi. vois, enfin, un vrai boss, en fait. Genre, à quel moment tu penses que ton entreprise, elle va tourner en bossant 15 heures ou 20 heures par semaine? C'est En c'est fait, pas, c'est pas possible, tu vois. justement, tu penses quoi du fait que, bah, tu sais, moi, j'ai un peu une théorie par rapport à ça. Genre, alors, pour moi, aujourd'hui, on recrute pas un A-player. Pourquoi on recrute pas un A-player? Parce que bah, la plupart des A-players que moi, en tout cas, je connais, bah, c'est des mecs qui vont aller soit sur des très gros challenges, donc ils vont faire de temps en temps des très gros challenges, à côté, ils vont peut-être mentorer des gens, etc. Soit bah, tu le crées, tu vois. Donc, tu as quelqu'un que, comme tu disais, tu peux prendre un C-player et justement qui accepte justement de grandir avec toi. Moi, je suis plus dans cette mentalité que plutôt prendre un A-player qui va se barrer dans 2 semaines, tu vois. Genre, je pense qu'il n'y a rien de pire que de gérer du turnover alors que tu as déjà mis de Ouais, l'investissement c'est sur le vrai. mec, t'as déjà commencé à bosser avec. Genre, je suis plus de la team d'avoir un C-player, un B-player que je vais vouloir faire monter en compétences et qui devienne mon A-player par la suite, que de prendre un A-player qui va peut-être être en mode mercenaire, donc il va me servir peut-être une semaine, 2 semaines, il va closer. Après, il va se dire, bah écoute, le bouffon, il a 3-4 calls seulement, va me donner par jour, il me fait chier, tu vois. T'en penses quoi, toi? Ouais, 100%. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi et ça fait, et bah, du coup, tu vois, par rapport à ça, ça me fait penser à un autre atout qu'il faut avoir pour être un bon sales, c'est qu'il faut être coachable. Il faut être coachable, il faut avoir de l'humilité et il faut savoir accepter qu'on fait des erreurs et qu'on peut progresser. Il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter, c'est lié au sales, c'est lié à l'entrepreneur, c'est lié à plein de choses dans la vie, mais il faut accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut que progresser. Et pour moi, si on n'est pas coachable et qu'on pense qu'on sait déjà tout, ben pour moi, on est déjà foutu en fait pour progresser. On est déjà plafonné. Donc, comme tu disais, de prendre quelqu'un qui part de plus loin, à partir du moment où il a déjà enfin voilà, il couvre pas mal on va dire des bonnes qualités d'un sales, c'est qu'il est coachable et qu'il est prêt à apprendre, il est prêt à se remettre en question. Euh, Globalement, on peut en faire un très bon.
Tu vois, et si en plus il a des valeurs comme voilà de la loyauté, de l'entraide, tu partages la vision de l'infopreneur et tout, ça peut même, pourquoi pas, être même peut-être plus tard un futur associé ou autre, on ne sait pas, tu vois. Mais justement, tu vois, Pour moi, les valeurs avant les skills. Ouais. totalement. Bah justement, c'est là où je trouve ça aussi hyper intéressant. Je trouve que justement, quand tu es commercial physique, bah, c'est des choses que tu n'as pas le choix de développer, tu vois. Aujourd'hui, tu rentres en CDI dans la meilleure des boîtes du monde. Si aujourd'hui, tu n'as pas de valeur et que tu te finis par te mettre toute l'équipe à dos, bah, frérot, tu dégages, tu vois. En Ouais, freelance, c'est et clair. en fait, tu vois, je vais prendre, pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux infopreneurs qui n'ont pas encore j'ai envie de dire vraiment de proof, qui n'ont pas vraiment réussi à closer eux-mêmes. Bah, souvent, en fait, ils le voient tellement comme des freelances, les closers, que se disent, bah, je peux les jeter comme ci, comme ça. Et bah, du coup, en fait, la relation qui fait que le closer a envie de se la donner pour toi, bah, elle est dégueulasse, tu vois. Elle est dégueulasse. Ouais, 100%. C'est ça. Et des fois, ce que je vois aussi pour les infopreneurs, c'est qu'en fait, ils sortent des fois d'agences de marketing où voilà, on leur a mis un truc, tunnel de vente, machin, et ils se disent tout de suite qu'ils vont vendre leur offre. Allez, peut-être c'est ce que ça vaut ça, mais ils veulent tout de suite vendre à 5 6 10 8 000 et tout. Mais ils ont rien en fait. Et en fait, des fois, il faut arriver à déconstruire les choses, de se dire, OK, genre, accepte de vendre peut-être 1 500, 2 000 ou quoi, fais de la social proof, donne-toi à fond, coach des gens gratuitement, montre que ça fonctionne, prends des témoignages et après augmente tes prix. Essaye pas de tout de suite de vouloir faire tes je sais pas combien par mois. Alors qu'en fait, il y a juste personne qui te l'achète, pas parce que tu fais pas les choses bien et que tu n'es pas compétent, mais tu n'as pas de preuve sociale. Donc, accepte de partir de plus loin, tu vas closer plus en plus, tu vas prendre confiance en toi. Et en plus de ça, tu vas te permettre d'avoir beaucoup plus de personnes qui rentrent et que tu vas pouvoir faire monter en compétence, avoir des résultats. Et c'est ce qui va après te permettre d'augmenter, tu vois. Et des fois, ils ont un peu ce truc de mon truc, il vaut tant, ils ont fait le truc sur le papier avec l'agence marketing. Puis derrière, la réalité, c'est pas ça, quoi. Bah, faut que ça se vende. Aujourd'hui, si ton offre, elle se vend pas, il y a peut-être un problème quelque part. Ça se vend pas et qu'en plus, tu n'as pas de preuve sociale et qu'en plus, il te manque des compétences pour closer. Tu vois, ça fait beaucoup, quoi. Tu cumules, quoi. Et qu'il faut que tu payes tes ads à côté. Tu, 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 T'es vite tu te perdant. mets beaucoup T'es vite ouais, perdant. tu te tires pas mal de balles dans le pied, ouais. Non, ça fait déjà 1 heure qu'on débite, mec. Attends, je vais C'est vrai, on a commencé pile. Je pensais qu'on avait ouais, commencé non, à même 10. pas, un petit peu après. Ça fait presque 1 heure. Putain, je voulais faire un truc. Merde, attends. Merde. Si tu m'arrêtes pas, moi je parle beaucoup, hein. Bon, t'inquiète, moi aussi, je débite. Donc, je t'en pose des questions, hein. J'en ai plein. Attends, je vais. Ok. Ouais, ça passe vite, ouais. Si t'as des questions, pose. Ok, c'est quoi les plus gros. En gros, là, c'est un petit jeu que j'ai fait la dernière fois avec Antoine. En gros, c'est que je Ok. te propose 2 réponses, très grossièrement. Tu dois choisir, Ok. tu dois en choisir une des deux. Et à la Ok. fin, il faut développer ton avis là-dessus. Ok. Ok, donc c'est quoi pour toi les 5 piliers d'un vendeur élite un vendeur élite, ce plan. Oula, je vais la refaire. C'est quoi pour toi les 5 piliers d'un vendeur élite? Est-ce que ça va être la posture? Est-ce que ça va être la questionnologie? Putain. Faut que tu répondes vite. La posture. On la refait, on la Posture. refait. On la refait. Ouais, là. Putain, ouais. Non, mais en fait, comme tu as dit les 5, je pensais que tu allais en dire 5. Du coup, je ne m'attendais pas Non, à non, 2, quoi. non, non, j'en dis un, deux, et après à la fin. Enfin, c'est quoi les Ok. piliers pour toi d'un vendeur élite? Tu auras 2 choix. Tu auras 2 choix à chaque fois. Et bah, à la fin, il Il faudra faut que je découvrir. choisisse. C'est ça. Donc, est-ce que c'est la Ok. posture? Est-ce que c'est la questionnologie? La posture, Est-ce que c'est la posture ou l'écoute active? l'écoute active, Est-ce que c'est l'écoute active ou la gestion d'objection? l'écoute active. Pourquoi l'écoute active? Parce que si tu écoutes bien, potentiellement, tu n'as pas d'objection. Ok, c'est quoi ton conseil là-dessus justement pour bien écouter, pour bah, réussir à allier du coup ce côté cadrage, posture, parce qu'en vrai bah, on a cité plein de points qui étaient hyper intéressants. Je pense que ça fait partie intégrante du truc. Mais aujourd'hui, comment allier tout ça justement avec l'écoute active? Parce que bah, pour la plupart des gens, c'est hyper dur de faire ces deux choses-là. Parce qu'en fait, beaucoup pensent qu'il y a une phase de questionologie, une phase de pitch et une phase d'objection. Sauf qu'en fait, quand tu as l'écoute active, les objections arrivent pendant la phase de découverte. Et en fait, finalement, c'est avec ton écoute active que tu traites tes objections au fur et à mesure de ta découverte. Excellent. Bah ouais, écoute,
Putain, mec, t'es relou. Frère, trompe-toi, fais un truc. Si on n'est pas d'accord sur un truc, on s'embrouille, attends. Genre, Je peux dire autre chose. tu fais chier, Tu quoi. m'as dit pour aller vite, hein. Ok. C'est quoi qu'est-ce qui fait que bah, pour toi, les closers aujourd'hui ne vendent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils parlent trop? Est-ce qu'ils pitchent trop tôt? Parce qu'il parle trop. Est-ce que c'est parce qu'ils parlent trop ou ils argumentent au lieu de questionner? Parce qu'ils argumentent au lieu de questionner. Est-ce que c'est le fait de trop parler est-ce que c'est le fait d'argumenter trop ou le fait d'avoir besoin que le prospect dise oui? C'est le fait d'avoir besoin que le prospect dise oui. Est-ce que tu penses que c'est parce que ils ont besoin que le prospect dise oui ou le fait qu'ils veulent vendre à tout le monde? Ils veulent vendre à tout le monde. Pourquoi selon toi? Parce qu'ils veulent absolument faire de l'argent et ils sont complètement hyper égoïstes. Ils pensent à eux avant de penser à la personne en face d'eux. Je trouve que c'est un point super intéressant sur lequel on peut un peu développer. C'est quoi un peu toi la mentalité que bah, tes closers doivent avoir quand ils vont en call justement? C'est c'est de se préparer avant les calls. C'est de se préparer avant les calls, de faire un reset aussi, une préparation, comme si tu allais faire un match, tu allais rentrer sur le terrain et tu te conditionnes pour arriver avec le bon mindset, avec les bonnes intentions et te rappeler qu'on n'est pas là pour toi et qu'on est là pour la personne en face de toi. Et de se remettre dans la bonne énergie pour arriver dans les bonnes, voilà, dans les bonnes conditions et de se rappeler qu'on n'est pas là pour faire la vente, tu vois. Et globalement, à partir du moment où tu ne viens pas forcément pour faire la vente, mais que tu viens pour découvrir quelqu'un, pour lui poser des questions, savoir si la personne elle est qualifiée, si elle est faite pour ce que tu vends ou pas, et d'accepter de la disqualifier, d'accepter de ne pas la pitcher, d'accepter de ne pas vendre parce que c'est ce qui est mieux pour la personne. En général, c'est quand tu as ce mindset-là que finalement tu vends. C'est le fait vraiment d'être détaché en fait du résultat finalement. Bien Enfin, sûr, le plus dur aujourd'hui, c'est d'arriver à être détaché en ayant besoin d'argent. bien sûr, bien sûr. Ça, je pense que c'est énorme. Justement, je coachais, bah, j'ai un de mes amis qui fait par exemple de la création de contenu que je coachais sur la partie vente. Et justement, le gros point qui a bloqué hyper longtemps, c'était ça, tu vois. T'as absolument besoin de ces 2 000 euros. Et du coup, t'as l'air Ouais. d'être mort de faim. Je crois que je l'ai enchaîné pendant peut-être 1 heure après son call, tu vois. Il avait pas de chance parce que j'étais juste à côté, je bossais. Je bossais juste à côté de lui. Et, mais j'ai l'impression t'as beaucoup de closers qui sont un peu dans ce truc de s'en foutre un peu de ce que le client aura, tu vois. C'est moi, je fais énormément de vannes dessus, je dis, mais je vais lui faire vendre sa voiture, tu vois. Enfin, j'en rigole énormément, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu es foncièrement animé par le fait de juste prendre l'argent des gens, bah, ça va pas loin, tu vois. 100%. Tu prends le risque tu prends beaucoup d'énergie. Les gens après sont pas forcément les bonnes personnes à faire rentrer. Ça crée de la friction, ça crée des remboursements, ça crée des plans de paiement et qu'au bout de 2 paiements, les gens arrêtent de payer et passent du temps avec quelqu'un d'autre. Et si la meilleure des choses, c'est de dire à la personne qu'elle n'est pas qualifiée et que tu lui expliques pourquoi et que la personne, tu lui fais une prise de conscience et que tu lui dis des choses que tout le monde a besoin de lui dire et qu'il aurait eu besoin qu'on lui dise ça depuis longtemps et que personne a eu les couilles de lui dire et que toi, tu es cette personne-là, bah, t'as fait ton job en fait. Tu as fait Totalement. ton job. Ton job, c'est pas de vendre. Mais c'est le plus gros challenge aujourd'hui parce qu'en fait, tu t'aperçois que énergétiquement, quand tu n'as pas besoin d'argent, tu fais des ventes. Genre, tu es en mode hype. Mais en fait, tout le challenge, et c'est pour ça que c'est aussi beaucoup de dev perso, de réalignement constant et de travail sur soi, c'est finalement le travail que je fais aussi avec les closers que j'accompagne. Bah, c'est finalement comment rester dans cet état de performance, d'état où tu surfes la vague, même quand tu as des résultats de merde, même quand tu as besoin de thunes, bah, d'arriver à de prendre, te mettre dans le même état de tout va bien, même si tout s'écroule autour de toi, que ce soit dans ta vie perso, que ce soit dans l'équipe, que ce soit quelqu'un qui t'a pas payé, que tu sois en retard sur tes commissions, que quelqu'un devait payer en pif et finalement il paye en 12 fois. Tu vois, en fait, tout ça, quand tu arrives à avoir le hack dans ton cerveau, d'être dans le même état que comme si tu prenais 3 pifs dans la journée, Totalement. quand tu arrives à hacker cette énergie-là, c'est là où du coup tu es un tueur en fait. C'est quoi un petit peu. Est-ce que tu as un petit conseil justement pour ça? Moi, par exemple, ce que je faisais pour te donner une idée,
c'est que je m'étais mis en tête un ancrage PNL, tu vois, enfin, grossièrement, ce que je me mets de la musique. Je crois que c'est mon tout premier close. Je l'ai fait avec cette musique juste après. Et je te jure qu'à chaque fois que je close, ou même que je ne close pas, bah, je me remets cette musique et ça me remet dans un mood incroyable. Je sais que c'est pas la seule chose, Ouais, bien sûr, qui m'aide, mais aujourd'hui, tu vois, c'est une petite technique que j'utilise au quotidien, ça bah, marche pour bien, pouvoir ça. rester vraiment dans le mood toute la journée, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu fais, par exemple? Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est il faut comprendre ce qui t'anime, tu vois. Moi, tu vois, par exemple, si je me mets à côté, juste avant, j'écoute du Eminem, vraiment du gros rap US et tout, genre ça me met un truc en mode inarrêtable, tu vois. Par contre, je peux arriver trop haut en énergie, tu vois, donc il faut que je fasse attention. Mais du coup, ça va dépendre de qu'est-ce qui t'anime. Il y en a qui ont besoin de méditer, il y en a qui ont besoin de faire des exercices de respiration, il y en a qui ont besoin de faire des squats, il y en a qui ont besoin, tu vois, il y en a qui ont besoin d'aller marcher, d'écouter de la musique classique, d'aller faire un câlin à leur enfant. Tu vois, en fait, si tu veux, il faut comprendre aussi ce qui t'anime. C'est pas de faire quelque chose parce que ça fait bien ou parce que ça marche D'accord. chez l'autre, mais qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, tu vois. Des fois, c'est peut-être finalement devoir prendre des cols assis et de les prendre debout, change ton énergie, tu vois, mais change ton environnement aussi. Mais en fait, si tu veux, moi, je sais que pendant longtemps, dans mes débuts, il y a beaucoup de choses que je faisais. Il y a des choses que je faisais quand je vendais, je me servais de mon énergie de la vente pour faire tous mes follow-up, parce que j'étais dans une putain d'énergie. Je relançais tout le monde avec mon énergie de la vente, et genre là, les gens y répondaient tous. Autre chose que je faisais, c'est que dès que je vendais, j'envoyais un message de félicitations aux personnes que venaient de causer, comment tu te sens, machin, tout ça là. Et ça, ils me répondaient en audio, parce que je leur envoyais en audio. Et du coup, j'avais tous ces messages que je gardais et je les écoutais. Avant de prendre des calls, j'écoutais pourquoi je faisais ça et les remerciements. Et je faisais des screens. Je te le montrerai à l'occasion. Je faisais des screens, soit sur mon écran, soit des fois je finissais les clauses sur mon téléphone en visio. Et je faisais des captures d'écran de toutes les personnes, de leur dire comment tu te sens après, comment tu te sens là. Tu avais le soulagement. Ça, je faisais des photos et je m'étais fait un mur de photos des personnes qui passaient à l'action. C'est énorme. Et j'avais les messages. Et quand j'étais en hype comme ça, les choses que je faisais régulièrement, parce qu'au fur et à mesure, je disais pas les mêmes choses, je me faisais un vocal à moi-même sur comment je me sentais, surtout quand j'avais passé une traversée du désert. Je me parlais à Jérémy qui allait douter et qui allait se raconter de la merde, qui allait dire ouais, mais là, c'est pas pareil, tu sais. Lui, je le défonçais quand j'étais dans une énergie haute. Et du coup, je me mettais ce message à écouter à chaque fois que j'avais des doutes ou que je disais OK, il faut que j'y aille. Je me parlais à moi. Et je me parlais avec mes mots, tu vois. Donc, du coup, je ne pouvais pas me bullshit, tu vois. Tu te connais, t'es toi-même. Tu te parles à toi. Donc, c'est un peu ces ensembles de choses que je faisais et voilà, et je réécoutais aussi des calls où je performais, où du coup, ça me mettait vraiment dans le bon mood. Le matin, je réécoutais des passages, des calls où je performais, où j'étais inarrêtable, tu vois. Et du coup, je me remettais dans les conditions de cette énergie-là. Donc, voilà un peu des exemples de choses que je faisais beaucoup, que j'ai beaucoup besoin de faire aujourd'hui. C'est énorme, c'est énorme. Et putain, je suis pas revenu dessus tout à l'heure là, je suis bête. Par rapport aux US, tu m'as dit que tu t'es beaucoup formé sur le marché US. Yes, C'est quoi que tu as yes, ouais. retenu? Donne-moi des tips. Moi aussi, je veux gratter des infos. Euh, Ouais, ça se passe bah, comment là? écoute, déjà, je suis arrivé sur le marché US, je parlais pas français, tu vois, donc pour me former, donc je suis parti de très très loin, tu vois. Je suis parti vraiment de très très loin. J'ai pris mon coaching, je me suis pris un mentorat, enfin en tout cas c'était un avancé, c'était pas du one-one, mais c'était en avancé. J'ai payé beaucoup d'argent et je parlais pas anglais. Donc du coup, si tu veux, quand je suis arrivé et que tu es avec 80 sales en Zoom et que tu comprends absolument rien à ce que dit la personne, tu te dis putain, qu'est-ce que je viens de faire, tu vois. Genre, je comprends absolument rien. Mon premier mentor, c'était Bill Walsh, tu vois, avec son accent irlandais. Je ne comprenais rien. En mode Peaky Blinders. Je comprenais rien. J'écoutais 3 fois les calls, j'écoutais les résumés, je prenais des notes, je prenais les notes, je mettais les sous-titres, et du coup, je les traduisais avec Google Translate pour regarder ce que ça voulait dire en fait dans ma tête. Tu vois, je faisais ça. Et ça, je faisais 5 à 10 coachings par semaine, tu vois. Donc, genre, je bossais grave quand même. Je bossais grave, j'écoutais les replays des coachings entre midi et deux au boulot, le soir, le week-end. Dès que j'étais avec mon petit et que je lui donnais le biberon, j'écoutais les replays des coachings. Tu vois, je me suis formé en anglais, j'ai pris un coach pour me former à l'anglais en one-one à distance. Donc, j'ai fait tout ce travail qui était dur, hein. Moi, perso, j'étais tellement mal à l'aise avec l'anglais que quand j'avais des coachings et qu'il fallait que je passe des fois en roleplay, je quittais la room. Tellement j'étais pas bien. Genre, j'étais tellement pas bien et tellement mal à l'aise que c'était trop, tu vois. Et je me suis forcé comme ça à rester, à rester. Il faut que je revienne, faut que je revienne, faut que je revienne. Je m'inscrivais, il fallait faire des calendriers pour s'inscrire, pour aller dans certaines sessions. Je me forçais à m'inscrire. Je disais, OK, je suis obligé d'y aller. Maintenant que je me suis engagé, j'y vais.
Et bref, et du coup, ben, j'ai continué, je me suis formé à l'anglais. Et en fait, ce que j'ai surtout découvert, c'est que j'étais très, très aligné avec leur approche. Ils sont, pour moi, autant c'est des performeurs de malades, autant pour moi, là où je me sentais bien, c'était qu'il y avait un côté humain que je trouvais pas en France. Il y avait une humilité face au succès qui me faisait du bien, tu vois. Il n'y avait pas de jugement. Je parlais comme de la merde, je ne savais pas parler anglais et j'essayais, et j'essayais, et j'essayais. Et personne ne se foutait de ma gueule, personne ne me jugeait, tout le monde voulait m'aider. Il n'y avait pas de. J'ai fait partie de ceux qui ont le plus partagé sur les réseaux, dans les communautés, et du coup, ça a attiré tout le monde à partager plus, tu vois. Et du coup, les gens me soutenaient et tout. Et ça, je trouvais ça hallucinant. C'est le côté entraide de ouais, ok, mec, je peux faire 15, 20, 30 000 par mois. Mais putain, en fait, genre, vas-y, viens, je te donne la main, viens avec moi là-haut, tu vois. Genre, alors qu'en France, les gens s'écrasent, tu vois. S'ils Mm. peuvent se mettre une balayette, oh, comment t'as fait ça? Bah, je sais pas, j'ai fait par hasard, j'ai closé. Et voilà, aux États-Unis, c'est bah, mec, je t'envoie mon call, écoute comment j'ai fait. Et regarde, à ce moment-là, j'ai dit ça, c'est ça qui a fait basculer le call. Ah ouais, de ouf, je l'avais pas vu et tout. Tu vois. Donc c'est cette mentalité, c'est cette entraide, c'est cette communauté où il n'y a pas d'attente, tu vois, où les gens donnent sans attendre de recevoir. Mais automatiquement, tu donnes aussi après, tu vois. Donc ça m'a fait du bien. La mentalité, ça a été un choc pour moi, la façon dont il parlait assez directement aux prospects. C'est très, très direct. Donc du coup, j'apprenais des choses très directes, mais en même temps, j'étais avec une clientèle française qui Plus avait là. peur. Et putain, c'était chaud, quoi. Parce que celui qui veut apprendre le closing en anglais, et tout le monde se dit ça, et qui ne sait pas faire cette transition, et qui ne sait pas ce qu'il faut laisser de côté, et qui se dit, OK, j'ai juste à dupliquer le script et tout, parce qu'il y en a qui font je ne sais pas combien, c'est le meilleur moyen de te planter. Et du coup, j'avais ces réajustements qu'il fallait que je fasse constamment pour bah, l'adapter à l'avatar francophone, tu vois. Et ça, c'était un gros, gros challenge. Et, euh, et voilà. Et puis après, j'ai continué de me former, voilà, de suivre les personnes qui performaient et aujourd'hui qui sont des références sur le marché US. Et c'était des mecs qui étaient comme moi, qui étaient éclatés en roleplay, tu vois, qui galèrent à trouver des offres et tout. Et c'est cool de voir l'évolution. Mais par contre, c'est des gros, gros travailleurs. Là où en France, je prends 3, 4 calls par jour et tout, les mecs, ils prennent 8 calls par jour, du lundi au samedi, voire du lundi au dimanche, tout le temps pendant 2 ans. Tu vois, donc en fait, ils ont une force de travail. Tu peux dire, enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais en général, les Français connaissent très très mal les Américains. Ils Mm. ont une force de travail, une humilité dans le succès. Euh, Tu peux pas leur enlever, quoi. Donc, pour les Français, tu arrives à les prendre des fois 10, 15, 20%, même déjà, ne serait-ce que 1%, et ben, forcément, ça te fait gaper et ça te fait avoir une autre vision. Ça te fait avoir une complète haute vision. Donc, en fait, moi, je suis resté là-dedans. J'ai commencé en 2022. Ça faisait 6 mois que je faisais du closing. Et du coup, je suis allé là-bas. Je suis resté, j'ai upgrade, j'ai upsell. Je suis allé à chaque fois dans les inner circles et tout, tu vois. Jusqu'à après aller chez Josh Lyons et tout. Non. C'était du très, très haut niveau. Des coachings de 5 heures. T'as pu Je te faire dis des pas. rencontres et tout avec eux aussi d'ailleurs? Tu m'as parlé en off de ton petit road trip. Ah ouais, mais j'ai fait road trip, ouais, je suis parti au Texas et tout. Non, mais c'était ouf. J'ai fait mon premier truc, c'était à Londres. Je voulais absolument que tout s'annule, tellement j'étais flippé d'y aller. Je voulais que tout s'annule. Je me dis, OK, mon avion, il va s'annuler. C'est obligé, je ne dois pas être là-bas. Et après, putain, l'avion, il est confirmé. Ouais, putain, il n'a pas donné l'adresse, à mon avis, ça va être annulé. Genre, jusqu'au dernier moment, je voulais pas y aller, tu vois. Jusqu'à que j'arrive devant, je vois le hall avec tous les closers. Je dis, ah putain, ça, je suis obligé d'y aller, quoi. Et le truc qui m'a marqué, c'est que je voyais les coachs. Les coachs que je voyais en ligne, tu sais, j'avais beaucoup de respect pour eux Mm. et tout. Et là, je me suis dit, je vais arriver discret, tu vois, genre en mode. Et là, j'arrive et ça m'avait marqué un des coachs de Bill. Il me voit et il me dit, viens comme ça. Il me dit, oh, Jeremy, viens, il me prend dans les bras et tout. Il me fait un gros câlin et tout. Tu sais, j'étais là, je dis, putain, il a dû se tromper, le mec, tu vois. Tu sais, je lui fais un câlin et tout, oh, machin, ça va et tout. C'est OK, genre, ouais, ça va et tout. Il me dit, oh putain, je suis tellement honoré de te rencontrer et tout. Tu vois, là, je me dis, mais genre, tu sais, dans ma tête, je me dis, il veut quoi? Genre, c'est une blague? Non, je rigole. Tu vois? Et je lui dis, bah non, enfin, mec, je comprends pas pourquoi tu me dis ça, en fait. Genre, c'est moi qui suis honoré de te rencontrer. Il me dit, mec, tu vois là toutes les personnes qui sont ici? Il me dit, ils sont quoi comme origine? Je dis, bah, je crois que c'est anglais, américain. Il me dit, donc, du coup, ils parlent tous anglais. Je dis, bah ouais. Il me dit, toi, tu es le seul Français ici qui a appris l'anglais pour apprendre à closer en anglais.
Il me dit, il n'y en a pas un ici qui a les couilles de faire ce que toi, tu as fait. Il me dit, et du coup, par rapport à ça, tu as le respect de tout le monde ici. C'est énorme, Il me hein. dit, voilà pourquoi je suis honoré de te rencontrer. Et tu vois, franchement, ouais, c'était ouf. Tu sais, je me suis dit, ah ouais, tu vois, je m'attendais à tout sauf à ça, tu vois. Et du coup, ben, c'est ça le mindset américain. Et tu vois, et je me suis mis dedans, je m'étais à fond. Et tu vois, le shift qui s'est passé, ça a duré 2 jours. Je prenais mes notes et tout. Et le deuxième jour, pour te dire que j'étais tellement en mode immersion, je me suis rendu compte le deuxième jour, lorsque je prenais mes notes, que j'arrêtais de prendre mes notes en traduisant en français, je me suis rendu compte que j'écrivais en anglais les notes. Donc mon cerveau, il traduisait plus. Sans Tu sais, t'en j'étais là, rendre. j'écrivais, et là, je fais, mais c'est de où? J'écris en anglais. Tu sais, j'étais là, et je dis, putain, mais je traduis plus. Tu sais, à la fois, je dis, ok, il dit ça, il faut que je traduise et tout. Et là, j'entendais, j'écrivais. Et je me suis rendu compte de ça. D'un coup, mon cerveau, il avait fait un shift en mode immersion, en mode, genre, t'as le droit d'être là, mec. Tu vois? Énorme. Et tout ça, c'est assez ouf, hein. Et bah, après, j'ai continué. Après, j'ai fait mon road trip quelques temps plus tard. J'étais invité en VIP en plus pendant 4 jours avec la team, les coachs, dans une grosse villa à Austin et tout. C'était monstrueux. Je faisais mon 75 hard. Du coup, je m'étais challengé. Je dis putain, 75 hard. Ils le faisaient aussi, rien que parce que je Hmm. voulais être dans le groupe WhatsApp avec des putains de closers. Du coup, je me dis, je suis dans le groupe WhatsApp avec eux. Et, euh, et du coup, matin, à 6 heures du mat, on allait au gym et tout. Après, mastermind la journée. Le soir, après, on allait faire le footing, la deuxième session, sur les collines au Texas, où j'étais cramé parce que moi, j'avais l'habitude de 80-90% d'humidité. Et là, j'étais au Texas. Ça me brûlait la gorge là-bas avec le sec. Et bref, et du coup, je m'étais dit, putain, j'arrive à voir des mecs qui font des millions. Et genre, je suis avec eux, tu vois. Genre, j'ai l'impression d'être là, mais de pas être là. J'ai l'impression d'être dans un film, tu vois. Genre, je me dis, mais genre, qu'est-ce que je fous là, tu vois? Qu'est-ce que je fous là avec eux, tu vois? Tu sais, on aurait dit, tu sais, comme si tu étais en vue à la troisième personne, là, tu vois. Qu'est-ce On qui va- se fait? Pourquoi je suis là? Dans Call of Duty, tu vois, quand t'es mort, là, tu vois, genre, tu peux naviguer dans la map. Bah, j'ai l'impression que j'étais comme ça, tu vois. Je regardais, je les regardais, et j'étais en mode spectateur. Je me dis, mais c'est ouf d'être avec des gens comme ça. Et ouais, franchement, c'était juste extraordinaire. Et le retour, je devais le faire en. J'avais pris 3 avions pour y aller. C'était horrible de la Guyane. Guyane, Martinique, Martinique, Guadeloupe, Guadeloupe, Miami, Miami, Austin. Genre, laisse tomber, on aurait dit que je venais du Japon. Je te jure, c'était abusé. Et, euh, et après le retour, je me suis dit, tu sais quoi? J'ai jamais fait de road trip américain. Genre, j'avais toujours rêvé de faire ça. Moi, Hmm. j'étais bercé par Red Dead Redemption, GTA et tout, tu vois. J'étais bercé par ça. Je dis, vas-y, t'es quoi? J'ai envie d'être sur la route, moi. Ça part. J'ai envie de mettre une musique, une radio américaine et j'ai envie d'être en mode écouter de la country et tout, tu vois. Et là, genre, j'annule mon billet d'avion, retour, et je loue une voiture. Et je dis au closer là-bas, je lui dis, je fais comment pour faire la route là? Et il me dit, mais t'es un malade de faire cette route de Austin à Miami, il y a presque 3000 kilomètres et tout. Je dis, mec, je te demande pas si c'est dur, je te demande comment je fais. Je dis, je passe par où? Et il me dit, bon, ok. Du coup, on était en train de faire un golf et tout, tu vois. Il me dit, comme le truc à Dubaï, il dit, tu passes par là, tu passes par là, tu passes par là. Et je dis, attends, j'ai un deuxième truc, c'est qu'en fait, je fais mon 75 hard et il faudrait que je puisse m'arrêter sur la route des fois pour faire mes sessions de 45 minutes, 2 fois par jour. Il me dit, ah, mec, t'abuses, tu vois. Je dis, ouais, mec, j'ai pas le choix. Je dis, j'en suis à mes 40 jours, je vais pas niquer mon 75 hard à cause du road Bah trip. ouais. Et le mec, il m'a fait un truc en passant par la Nouvelle-Orléans, Long Beach, machin. C'était ouf. C'était trop bien, quoi. Et genre, je me suis tapé mon délire. Je me suis dit, ok, je me suis tapé presque 2 jours et demi. Je me suis arrêté à la Nouvelle-Orléans, tout ça. Enfin, c'était trop bien. J'avais les closers qui avaient tous mon WhatsApp et genre, ils m'appelaient, ils m'envoyaient des messages, savoir où est-ce que j'en étais, que je leur envoie des vidéos et tout. C'était ouf, en fait. Tu vois. Incroyable. Et après, du coup, les gens ils m'invitaient. Quand est-ce que tu reviens? Viens chez nous. T'as mon téléphone. Dis-moi si tu reviens à Miami. Dis-moi si tu viens là. Dis-moi si tu viens à Orlando. Tu viens à la maison et tout. Tu vois, viens au Canada et tout. Alors, c'était ouf, tu vois. Et ça a continué après. Mais ouais, par contre, c'est un monde de la performance, tu vois. C'est un monde où quand ici, les gens ils se disent, OK, il faut postuler. J'ai fait mon taf cette semaine, je cherche une offre. J'ai postulé à 3 offres quand même. Mec, aux États-Unis, ils postulent à 3 offres en 1 heure. En fait, ils postulent à 40 offres par semaine. C'est pas le même niveau, tu vois. Et quand tu Clairement. as 3 mecs qui postulent, 10 mecs qui postulent ici, là-bas, c'est 150. Donc, le niveau d'exigence, le niveau de performance, Donc, la t'es là-dedans. compétition, c'est pas la même, tu vois. C'est pas la même. C'est vraiment, tu es en mode départemental en France, là-bas, tu en NBA. Tu as la C'est draft, tu as la NBA et tu es bon, tu te loupes, tu dégages. Genre, mais vraiment à l'extrême, tu vois.
C'est oui, tu peux très bien gagner. Par contre, mec, tu vois bien que quand tu es salarié ou quoi, tu prends un carton, tu dégages. Donc autant me dire quand tu es indépendant, Ah, t'as rien à voir, rien à voir. T'es un pion. c'est Enfin, entre difficile. guillemets, tu vois, il n'y a pas de. Ouais, mais par contre, il y a quand même un respect de l'entrepreneur. Les gens sont beaucoup plus entrepreneurs. Ils prennent 2 offres, 3 offres, 4 offres s'il faut. Il y a une vraie notion entrepreneuriale où les closers, il y a personne qui a, quasi personne qui a qu'une seule offre. Les gens, ils ont 2, 3, 4 offres. Ils sont là, ils managent leur pipe. OK, attends, je suis là, il faut que j'ai mes 40 calls. Putain, telle semaine, j'ai eu que 32 calls. Vite, je reprends une offre, je me remets à 45 calls. Et tu vois, ils sont là, ils managent leur pipe pour pas dépendre du marketing, mais c'est eux qui choisissent les partenaires pour jamais, pour pouvoir maintenir leur objectif. Ils choisissent eux les offres. Tu vois. Ça, c'est énorme. Ça, ben, ça change pas mal du marché, j'ai envie de dire, par infoproduits français où bah, la plupart des closers ils galèrent en vrai, à trouver des offres. Mais oui, et puis tu as des offres à 1 million, 2 millions, 10 millions, 25 millions. T'as des offres avec 150 sales dedans. Enfin, Oui, c'est totalement. c'est monstrueux. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et ouais, enfin, j'ai beaucoup appris. Et puis, bah, ouais, j'ai envie de continuer d'apprendre. Mais ouais, c'est pas facile. Mais je suis content. J'ai quand même réussi à onboarder dans des teams et tout, avec mon anglais éclaté, tout ça. J'ai fait pas mal de roleplay. D'ailleurs, je diffuse ça à ceux que je coach, des roleplays que j'ai fait avec des closers US et tout. Je peux dire que je fais pas le fier, hein. Tu vois, je fais pas le fier, mais là, tu as des gens que tu vois, des princesses, tout ça, je sais pas si tu la connais, elle est sur le réseau, une New-Yorkaise, Mhm. qui, au début, elle était flippée de faire du closing. Elle voulait que je lui apprenne le français et pour qu'elle elle m'apprenne l'anglais, tu vois. Et maintenant, elle a son propre coaching et tout. Genre, c'est des trucs de fou comme ça. Et c'est marrant, quand je regarde les rooms, des fois, de qui j'étais à Londres, au Texas et à d'autres endroits, ben, les gens, je les vois et maintenant, c'est des gens qui sont hyper en place, quoi, tu vois, et ça fait plaisir d'avoir quand tu dis que tu as développé un réseau, tu vois, June, je sais pas si tu vois qui c'est, June Choi aussi, c'est un gars, c'est un monstre du closing. C'est un mec, on a connecté de ouf. Quand on s'était vu, on a eu des échanges hyper perso et tout. Enfin, on est en mode frérot, tu vois, en mode comme si on était parti à la guerre, tu vois. Et voilà. Et une fois, je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, viens faire un truc de mindset dans ma communauté, tu veux venir? Il m'a dit, vas-y, quand? Si tu veux, je peux venir demain. Ça, c'est les Américains, tu vois. Ça, Il n'y a c'est pas ouais, de, ah ouais, mais c'est quoi, tu me payes, c'est combien? Vas-y, mec, y a pas de souci, je viens demain. c'est énorme. Je trouve ça énorme. Est-ce que tu as parce que là, on a débité pas mal, mon monteur, il va Ah, craquer. grave. Est-ce que Ah tu as un petit putain, mot il y de a la peut-être des fin trucs à pour. couper. Oh, tu me diras, hein, mais pour moi, moi, je vais garder au brut, hein. Je vais couper les moments de blanc et je vais garder au brut, hein. Est-ce que tu Ok. as un petit mot pour la fin pour nos amis qui nous regardent, nos amis closers, nos amis infopreneurs, nos amis entrepreneurs, que tu as un petit mot pour eux? Putain, je sais pas ça. Parce que ça fait beaucoup de personnes différentes, mais je dirais que les infopreneurs, en Non, mais premier, si tu parles aux infopreneurs, un conseil global et où est-ce qu'on peut te retrouver global. pour la suite? Ouais, non, bah en fait, je dirais que pour tout le monde, bah, je dirais que ce qui est le plus important, c'est quelque chose de pas facile, ce qu'on fait, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Faut savoir que enfin, pour moi, c'est une aventure. C'est une aventure, l'entrepreneuriat. Donc, faut pas se prendre la tête avec l'argent, mais il faut s'entourer des bonnes personnes, que ce soit pour se faire accompagner, pour monter en compétences, ou que ce soit bah, des personnes qui nous entourent pour faire mieux en termes d'équipe, pour structurer ce qu'on fait, enfin, pour se faire accompagner et s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui sont loyales, des personnes qui ont le même mindset que nous et s'entourer de personnes autour de nous, parce que des fois, on se dit que quand on est plusieurs, on divise le gâteau, mais au final, on va beaucoup plus loin quand on est plus. Et il faut vraiment, moi, je le vois plutôt comme une aventure humaine, l'entrepreneuriat. Donc, c'est important, je pense, de prendre du plaisir et de s'entourer des personnes, de bonnes personnes autour de nous et de savoir qu'on n'est jamais arrivé. Et faut accepter de réinvestir régulièrement sur soi, sur son business pour aller chercher d'autres paliers, apprendre à déléguer, apprendre de retrouver du temps pour soi. Et ça, c'est un cycle sans fin. C'est comme ça. Si on arrête de le faire, malheureusement, c'est le début de. Enfin, pour moi, c'est soit on progresse, soit on régresse. Il n'y a pas de milieu, quoi. Et voilà. Et quand on ralentit, C'est on fini. s'arrête, quoi. Très souvent. C'est fini. Donc, je dirais ça. Et puis, bah, après, moi, où est-ce qu'on peut me retrouver? J'ai mon nom, prénom, Jérémy Funiti. On me retrouve sur Insta. Et puis, du coup, j'ai un coaching qui s'appelle Sales Spirit avec mon ami et associé Louis Soulabaye, avec qui on avance ensemble et on coach, voilà, qui veut venir. Mais voilà, on forme pas, juste on coach, on prend du plaisir. Et voilà, on ne sait pas combien de temps ça durera, mais l'idée, c'est de se dire, OK,
On se dit qu'on essaye de laisser voilà, une marque, un impact chez les autres. Et c'est pour moi, en tout cas, voilà, je prends chaque échange avec les personnes, chaque coaching comme un moment unique en me disant, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Et pour moi, je l'avance comme ça, tu vois. Excellent. Bah, écoute, merci Jérémy pour Voilà, d'être venu aujourd'hui avec moi. C'est très sympa. plaisir. Merci pour l'invitation. On se retrouve la team pour le prochain épisode. Let's go.